cette rentrée littéraire, elle était importante, Monsieur le Ministre, aujourd'hui? Très certainement, très certainement. Elle procède de cette volonté de renouveau du secteur de l'édition et du livre que connaît le Maroc ces dernières années. Elle permet de fédérer les efforts de 16 maisons d'édition, tous affiliés à l'Union des éditeurs marocains. C'est une première que 16 maisons d'édition travaillent ensemble pour organiser une rentrée littéraire. Et c'est en cela qu'au ministère de la Culture, nous étions présents et nous avons soutenu cette initiative très prometteuse. Seyhat Nani, vous êtes éditeur, je vais faire un peu le tour, hein, juste pour que vous donniez un peu le son de cloche de cette rentrée littéraire qui a eu lieu aujourd'hui, alors pas seulement à Casablanca, mais ça a été relayé dans tout le royaume. Alors comment ça s'est passé et puis quel objectif finalement il y a derrière tout ça? Moi j'ai juste une petite interrogation. Le constat que nous avons écouté aujourd'hui est assez sévère. Oui. Assez sévère parce qu'on a lancé une idée que moi personnellement je conteste. Le Marocain lit 2 minutes. On va y arriver. Alors justement, ne vous inquiétez pas, on va commenter ce chiffre et on va voir parce qu'il y a beaucoup de chiffres qui circulent. On va alors moi ce que je peux vous dire que c'est, bien sûr, aujourd'hui il y a eu beaucoup de journalistes à notre rentrée littéraire en nous disant mais pourquoi vous faites cette rentrée littéraire aujourd'hui et pas il y a 10 ans ou 15 ans? Ben, on l'a faite maintenant parce qu'on est arrivé à un plan de maturation très important où l'Union des éditeurs, c'est-à-dire celle qui fédère toutes les associations d'éditeurs, s'est fédérée et on a pensé qu'il était utile de faire une sortie en même temps. En France, il y a une rentrée littéraire qui commence à partir du mois d'août, mais qui continue jusqu'au mois de novembre, les prix Goncourt, Interallié, Renaudot. Donc nous, on avait ensemble décidé de sortir nos livres le même jour, c'est-à-dire le 10 novembre. Et c'est quand on dit les 15, comme dit Monsieur le Ministre, les 16 maisons d'édition, c'est pratiquement, et je ne me trompe pas, c'est 90% de la production marocaine qui est sortie ce jour-là. Parce que même les gens qui ne sont pas adhérents à l'Union des éditeurs, nous leur avons demandé de venir, et il y a quelques maisons d'édition qui ne le sont pas, mais ils avaient un titre ou deux. Et on les a pris, et il y a aussi d'autres maisons d'édition qui sont spécialisées dans le scolaire, qui n'ont pas de production. Donc nous avons vu large. Et moi-même, qui suis depuis des années dans ce domaine-là, j'ai été étonné du chiffre de 171 nouveautés en même temps qu'il paraît. 171 ouvrages pour cette rentrée littéraire. 171 ouvrages dans les 3 langues, c'est-à-dire en arabe, en amazigh et en français, et qui sont sortis le même jour. C'est-à-dire Leila Chaouni, qui est éditrice, n'a pas mis ses livres en vente depuis une semaine ou 10 jours, mais elle les a mises, c'est aujourd'hui. On a voulu que ce lancement symbolique soit en présence du ministre de la Culture, pour nous, qui est notre ministère de tutelle, mais avec d'autres hommes politiques et d'autres ministres pour qu'ils viennent constater qu'on a pris du retard, mais qu'on est dans la bonne voie. Et c'est ça ce qui est important aussi, c'est ça ce qui est positif, parce que nous avons reçu par exemple des libraires qui sont partenaires avec nous, à l'Ayoun, qui nous ont écrit, parce que nous avons lancé un courrier à toutes les librairies sur de la place, et pour qu'elles soient partenaires. Nous avons eu pratiquement 30 réponses, et on était ravis, parce que moi, il y avait même une librairie, je peux vous citer, son patron s'appelle Cheikh Ma'laini, qui est à Tiznit. Moi, je n'ai jamais pu discuter avec ce... Et j'étais très content. Dakhla, un libraire qui est jeune et qui veut qu'il ait nos livres. Il les a eus. Al-Ayoun, Abni Millal, Astat. Donc, c'est des éléments qui n'ont jamais eu lieu au Maroc. Et cet événement va donner un coup de fouet à la circulation du livre et à la compréhension. C'est très important pour nous parce que nous, en fait, on l'a reculé pour la mettre en même temps que le Salon du Livre. Pourquoi? Parce que c'était l'occasion, l'unique, entre guillemets, occasion de parler du livre et de le mettre en avant et qu'il y ait des plateaux télé, des émissions un petit peu partout, etc. Donc nous, avec les autres éditeurs, on a pensé à ça, enfin, voilà, donc quand ça s'est décidé, en fait, pour nous, tous les moyens, c'est-à-dire toutes les occasions sont bien pour parler du livre et le mettre en avant, parce que justement, on trouve que c'est le parent pauvre de la culture au Maroc. Étrangement, en tant qu'écrivain, j'ai quand même une vision peut-être du lecteur assez différente de celle que peuvent avoir les éditeurs. En tout cas, depuis mon premier roman, le lecteur n'a pas été vraiment une préoccupation pour moi. Je pense que je m'interdis même d'y penser parce que le fait de penser à un lecteur en particulier, c'est peut-être aussi s'exposer à une forme de censure, voilà, penser à ce qu'il voudrait bien entendre, etc. Donc
pour garder ma propre liberté d'écrivain, je m'interdis de penser à un lecteur. Et mon premier livre, finalement, je ne pensais même pas à le publier. Ce sont des amis qui l'ont envoyé pour moi à un éditeur. Mon premier éditeur, c'était l'Harmattan à Paris. Et c'était une sorte d'acte de libération finalement. Ça m'a permis de passer à autre chose et de commettre, comme vous dites, un deuxième roman. Mais ça m'interpelle bien sûr énormément parce que le lecteur, le lectorat, c'est une reconnaissance pour l'écrivain, pour l'éditeur. À partir du moment où on publie, on a envie d'instaurer un dialogue et ça fait toujours plaisir de voir qu'il s'installe, de voir qu'il y a des échos. Quand des gens m'écrivent pour me dire qu'ils ont lu mon livre, qu'ils aimeraient savoir où le trouver, bien évidemment que ça me fait plaisir. Maintenant, il y a des choses qu'on a entendues. Il y a apparemment un gros clivage entre le lectorat et la production littéraire. On entendait tout à l'heure dans l'introduction que les Marocains lisent peu, pourtant la production littéraire est extrêmement riche, on l'a vu aujourd'hui avec cette rentrée littéraire, il y a énormément de livres, énormément de très beaux livres. C'est encore trop peu, mais 1987, premier salon, 850. 2014, plus de 3 fois la production. C'est pas évident, c'est pas normal, on peut aller encore plus vite. Mais il faut qu'il y ait une volonté politique. Il faut qu'il y ait un soutien des pouvoirs publics. Il faut qu'il y ait plus de librairies. Vous imaginez qu'une ville comme Larache... En fait, le nombre d'ouvrages peut évoluer très rapidement. Vous savez, écrire un livre, c'est un travail, une action de longue haleine qui peut prendre 2-3 ans. Lequel auteur doit savoir qu'en fin de compte, il va y avoir un éditeur qui va prendre le risque d'éditer ce livre. Lequel éditeur a besoin de savoir s'il y a un marché, s'il y a des points de vente. Donc, on peut très rapidement passer à des chiffres qui avoisinent plutôt les 10 000, très rapidement, à condition de s'intéresser à l'ensemble des composants de la filière. Et l'ensemble des composants de la filière, ça commence par l'école, l'incitation à la lecture à l'école. Ça passe par des mesures incitatives pour les maisons d'édition en tant qu'entreprises qui ont besoin d'être soutenues également. Cela a besoin d'élargir les points de vente, les librairies professionnelles. On a besoin d'émissions comme la vôtre à 1 heure de grande écoute pour parler du livre. Ce sont un ensemble de chaînons qui, ensemble, peuvent permettre d'arriver. Ça, je peux vous affirmer qu'au bout d'une politique ainsi faite pendant 4-5 ans, on peut arriver à 10 000 ouvrages qui paraissent chaque année et de qualité. C'est vraiment au berceau. C'est-à-dire il faut que dans les maisons, il y ait des livres. Absolument. Comment vous voulez que vos enfants lisent si vous ne voient pas lire, s'il n'y a pas de livres qui traînent dans la maison? On a tous commencé un petit peu comme ça. Et donc si vous n'avez pas ça, eh bien, c'est pas possible de demander à ses enfants, surtout maintenant, avec toutes les sollicitations, la télé, etc., de leur demander d'ouvrir un livre. C'est-à-dire il faut les laisser traîner, il faut qu'il y en ait partout dans une maison. Il faut que c'est pour ça que moi je veux mettre des livres à 10 dirhams pour que les gens puissent les perdre, les oublier, les voler. Elle va gagner combien? Je pose la question. Non mais calculez, je vais vous le dire tout de suite. Bah, il n'y a pas de secret. 75 dirhams. 75 dirhams, ça fait 7500 dirhams si on vend 1000 exemplaires. Ouais. 1000 exemplaires, 75 000 dirhams, elle touche 7500 dirhams sur 1 an. Voilà. Elle ne va pas acheter une voiture avec ça. Elle s'est acheter une robe. Voilà. Les écrivains travaillent à côté. Les écrivains travaillent, mais ce n'est pas une raison. Mais ce que vous posez comme question aussi, c'est que quand vous regardez la production française, c'est 60 000 titres. Ce n'est pas les 60 000 auteurs qui vivent avec leurs droits. Vous en avez une vingtaine, pas plus. Alors, il faut aussi qu'on s'imprègne de cette culture. Il y a aussi les éditeurs marocains qui ont une particularité, c'est des militants du livre. Si vous avez demain un projet pour ouvrir des librairies, nous sommes prêts à accompagner, à soutenir, à augmenter les plafonds que nous mettons en place pour soutenir l'ouverture de librairies. Et je pousserai l'Union des éditeurs marocains à mettre en place le fonds de départ. Absolument. Mais il faut que chacun mette la main à la pâte. C'est pas possible de changer ce pays si on compte uniquement sur un département pour changer la chose. Et la culture est transversale. Il y a eu d'énormes progrès, c'est-à-dire aussi bien de la part du ministère de la Culture, essentiellement. Mais je dis que la chose qu'on peut faire, c'est-à-dire si les gens veulent acheter un livre,
ils vont se le débrouiller et ils vont l'acheter. Donc ce qu'on veut, c'est-à-dire dans un premier temps, maintenant, et je fais référence au film, au cinéma, c'est-à-dire que quand même depuis 15 ans maintenant que le festival de Marrakech existe. Et qui approche. Complètement. Et on peut dire que ça a explosé. Moi je dis, pourquoi nous, quand on sort un livre, et pourtant on n'en sort pas des tonnes et des tonnes par an, c'est-à-dire des livres de création, c'est-à-dire soit des romans, soit des essais, soit des enquêtes, pas des livres scolaires, soit des beaux livres, pourquoi on n'a pas le droit, nous aussi, on n'a pas cette plage de publicité à la télévision avec un passage pendant une semaine de nos ouvrages en train de matraquer tout le monde pour signaler que notre livre est sorti. Mettre un auteur, et on a dit il faut choisissez une commission. Il y a un auteur ou 2 auteurs par an. Imaginez que ça fait nous depuis 12 ans qu'on demande ça, il y aurait eu 24 auteurs marocains inscrits, étudiés, et quand vous dites étudiés dans l'école primaire, c'est 250 000 exemplaires. Ça fait un peu d'argent pour l'auteur, ça fait travailler l'imprimeur, ça fait travailler le libraire, ça fait travailler l'éditeur, ça fait travailler tout le monde. 2 titres par an, on a demandé. On n'a pas demandé 36. Dans ce pays, ce n'est pas un problème d'argent. C'est un problème de volonté politique, c'est un problème d'organisation. On a besoin d'autant d'événements que possible pour le livre. C'est vrai que nous avons un vrai problème d'espace pour organiser ces salons régionaux. Le seul espace disponible aujourd'hui, c'est l'OFEC, 10 000 m² disponibles, le seul. Il n'y en a pas d'autres. Il y en a un autre à Casablanca qui tourne autour de 3 000 m². Le seul, il n'y en a pas à Tanger, il n'y en a pas à Marrakech, il n'y en a pas à Oujda, il n'y en a pas à Laayoune, ça coûte rien du tout. Bon, les espaces d'exposition, le manque d'espaces d'exposition, c'est pas seulement pour le livre, c'est aussi pour l'artisanat, pour... Donc, on a besoin de ces événements culturels et littéraires. 2, les prix. Nous organisons chaque année le prix du Maroc du livre. 6 domaines, 120 000 dirhams par prix, des commissions pour chaque domaine, un président de commission, ça se passe d'une manière très professionnelle. Mais il y a un problème au niveau de l'impact. Les éditeurs et les auteurs primés, il n'y a pas un impact sur les ventes. Alors on a décidé cette année, on est en train de réfléchir sur le nouveau format de l'organisation du prix du livre. D'abord le faire sortir du salon, pour qu'il n'y ait pas un double événement. 2, faire en sorte que tous les livres primés, le ministère met sur la table 1 million de dirhams pour une réédition, et avec des libraires, avec un réseau de librairies, pour que ces ouvrages se trouvent sur la vitrine et qu'il y ait une communication autour des livres primés. Nous allons doubler le budget pour le prix du livre, particulièrement pour changer l'impact du prix. Il faut que, c'est pas normal qu'un livre primé au prix du Maroc du livre reste à 2 000 exemplaires, alors que normalement il devrait passer à un minimum de 10 000 exemplaires. Standard, 10 000 exemplaires minimum, et bien nous allons mettre de l'argent sur la table pour aller dans ce sens. Ne pas donner l'accès à la littérature, ne pas faciliter l'accès à la littérature, c'est s'exposer finalement à s'enfermer dans une sorte de pensée étriquée qui tourne sur elle-même avec tous les dangers que cela comporte. La littérature est cruciale, l'accès à la littérature est crucial. Comme disait Édouard Glissant, la littérature participe d'un acte de libération. C'est un acte de libération qui ouvre le langage, qui ouvre le temps, qui ouvre l'espace. Et ne pas accéder à... c'est d'ailleurs voilà, tout le pouvoir de la fiction, et c'est la fonction même du poète. Ne plus avoir accès à ces univers-là, c'est rompre avec la mémoire. Et quand je dis la mémoire, c'est pas seulement la mémoire du passé, c'est aussi la mémoire en devenir. Parce que cette fonction de la littérature, cette fonction du poète, nos écrivains l'ont accomplie depuis les années 40, avec des écrits magnifiques. D'ailleurs, j'ai envie de dire, on a parlé par exemple du nouveau roman dans les milieux des années 50. Moi, je dis que le nouveau roman, avant le milieu des années 50, il y a eu du nouveau roman au Maghreb et au Maroc en particulier, avec tous ces écrivains qui étaient justement dans un démantèlement de la langue, avec un démantèlement des traditions narratives, avec une rupture comme chez Khaireddine, avec l'intrigue,
où on était dans vraiment une déterritorialisation, une déportation de la langue. Il y avait véritablement un événement linguistique. Rompre avec le livre, c'est rompre avec tous ces combats aussi qu'ont menés tous ces écrivains. Finalement, moi j'ai pratiquement l'impression qu'on a dévasté tout un travail qui a été entrepris dans ces années-là et qui est un travail formidable. D'ailleurs, je sens que ces écrivains de première génération en souffrent parfois. Mais comment on calcule ce chiffre du chômage? Qu'est-ce que ça représente? Là, on a eu un avant-goût dans ce sujet pour ouvrir l'émission. Avant qu'on aille vraiment dans les coulisses et justement qu'on sache comment ce chiffre est calculé, cette barre symbolique de 10% de chômeurs, est-ce qu'elle est vraiment symbolique? Est-ce que ça veut dire quelque chose? Je crois... Pour, je dirais, le marché de l'emploi, il est symbolique. Chaque fois qu'on dépasse un seuil, il est symbolique. Maintenant, je reviendrai après les explications qui vont être données par le HCP pour donner un certain nombre de précisions et expliquer exactement ce qui s'est passé entre le troisième trimestre de l'année dernière et le troisième trimestre de cette année. Là, je voudrais faire allusion à l'aspect qualitatif de l'emploi. Parce que peut-être je vais anticiper, avant même les explications des concepts, pour dire qu'entre le troisième trimestre de l'année dernière et le troisième trimestre de cette année, il y a eu exactement création de 153 000 emplois rémunérés et puis destruction de 112 000 emplois non rémunérés. Donc au fond... Qui donne un solde. Est-ce qu'on peut faire un solde entre ces deux concepts, justement? Le solde justement, a un sens quand on parle d'évolution, puisqu'il faudrait qu'on garde le même concept. Maintenant, si les 112 000 personnes qui étaient sur des emplois non rémunérés étaient encore en activité, on serait à un taux de chômage de 9,1%. Au niveau de l'Office de la formation professionnelle, chaque fois qu'on présente des statistiques, il faut toujours contextualiser. Parce que le 10% de chômage, il est réparti rural, urbain, par tranche d'âge. Par rapport, les lauréats de l'OFPPT sont des tranches d'âge de jeunes diplômés. Diplômés formation professionnelle OFPPT, c'est ce qu'on discutait chaque fois avec le HCP quand il présente des taux de chômage de la formation professionnelle qu'il faut spécifier, il faut contextualiser chaque fois les chiffres présentés. Quand on parle de chômage, au niveau de l'OPPT, on parle de deux types de chômage. Chômage des jeunes qui n'ont jamais travaillé et des chômeurs, des jeunes qui ont déjà exercé une activité et que lors de l'enquête, ils déclaraient être en chômage. Et là, on contextualise réellement les différents chiffres et de jauger la dynamique en fait du marché de l'emploi. Et par rapport aux lauréats, c'est une situation qui évolue dans le temps. Nous, on fait des études annuelles pour chaque promotion. Et les taux de chômage varient pour ceux qui n'ont jamais travaillé effectivement, varient entre 10 et 15%. On est conscient aussi qu'au niveau même pour un diplômé, trouver un emploi, c'est pas systématique. Avant de parler de comment on calcule le taux de chômage, je voudrais parler un petit peu de la source de l'information sur le chômage. C'est l'enquête nationale sur l'emploi qui est réalisée par le Haut Commissariat au Plan depuis très longtemps. Il a été lancé pour la première fois en 1976. L'année prochaine, il aura bouclé ses 40 ans d'existence. Donc, comme les autres enquêtes, il a connu beaucoup d'améliorations, beaucoup de changements sur le plan de l'organisation, sur le plan de l'échantillonnage, de la cadence de publication et de diffusion des données, également de la manière avec laquelle nous collectons les données et la manière avec laquelle nous avons adapté les questionnaires aux nouvelles exigences nationales et internationales en matière d'information sur le marché du travail. Cette enquête est réalisée actuellement auprès d'un échantillon de 60 000 ménages. Sur l'année? Oui, dans 20 000 en milieu rural. Donc en moyenne, un ménage représente... un ménage sur 100 est représenté dans cet échantillon. D'accord. C'est un échantillon représentatif. C'est un échantillon qu'on peut appeler exhaustif, parce que c'est des gros échantillons. Si on revient aux règles statistiques, on est vraiment sur un échantillon qui est énorme. Qui présente une fraction de sondage assez importante. Et c'est un échantillon qui est représentatif de toutes les régions
et de toutes les couches sociales. Et c'est une enquête qui est menée tout au long de l'année, c'est-à-dire du 1er janvier au 31 décembre. 2 millions de personnes qui sont considérées comme ce que vous, enfin, dont les aides familiales peuvent être incluses à l'intérieur, des aides familiales, oui. Des aides familiales, ouais. Ils ne sont pas rémunérés, ils sont considérés. Et font partie des travailleurs. Ils font partie des travailleurs. C'est la définition. C'est la définition. Pour que tout le monde soit mais c'est la définition, je dirais, aujourd'hui, qui est adoptée par le BIT et qui est appliquée par tous les pays. Bon, maintenant, c'est clair, il y a d'autres verrous et d'autres mécanismes quand même de développement de l'emploi décent qui font que les gens sont rémunérés à plus que le SMIC, qui sont couverts sur le plan social. Mais ceci étant, depuis qu'on a adopté le mode de comptabilisation du taux de chômage à aujourd'hui, c'est la même définition. Changer cela, ça viendra peut-être un jour sûrement. Maintenant, on ira vers d'autres chiffres et on risque de perdre en termes d'évolution. Bon, là, c'est une autre affaire. Dedans, il y a aussi l'informel. Il est comptabilisé. Quand on parle de l'emploi au Maroc, c'est pas la même chose quand on parle d'emploi dans un autre pays. Donc quand on définit le concept... Ce concept d'emploi non rémunéré, il est tout à fait, fort. Tout à fait. Au niveau de l'OFPPT, quand on parle de l'insertion, c'est un lauréat qui était, pendant la période de référence, parce que nous on fait des enquêtes de suivi de l'insertion, 9 mois après la fin de la formation. Donc, quand il sort de la formation vers juillet, donc ça correspond mars de l'année N+1. Donc, quand on dit quelqu'un qui est inséré, ça veut dire quelqu'un qui est en activité professionnelle, qui était en activité professionnelle pendant la durée de référence, 1 semaine. Si on revient à la définition de BIT, ils disent 1 demi-heure. Donc, on a revu, on a adapté la définition pour qu'il soit plus réaliste et qui correspond au contexte marocain. Et c'est la même chose pour la définition de l'emploi, la définition de chômage et de l'activité. Imaginons, soit dans l'informel ou même dans le formel, un plombier qui vient réparer un robinet, il a travaillé 1 fois dans la semaine, il allait réparer un robinet lundi dernier, il est considéré comme un actif, occupé. Et même s'il n'est pas payé. Alors les activités, les définitions portent sur tous les types d'emplois, qu'elles soient formelles ou informelles, qu'elles soient légales ou illégales. Alors les gens qui travaillent 1 heure, on a essayé au niveau du Bureau international du travail, on a mené des tests pour voir si jamais on change 1 heure par 4 heures ou 3 heures ou 10 heures, qu'est-ce que ça va donner? Ça a eu un impact sur les taux de chômage, les taux d'activité, notamment pour les pays développés. Je voudrais juste dire une chose importante, c'est que le Haut Commissariat au Plan était membre au niveau d'un groupe de travail à Genève pendant presque 5 ans. Et nous avons travaillé ensemble sur tous ces thématiques-là. Et comment, comme a dit M. Belkhalil, comment arrêter les définitions par rapport à certaines catégories de la population, notamment les aides familiales. Parce que aide familiale, ça fait partie d'une classification qui s'appelle classification d'après la situation dans la profession. On dit classification des diplômes, classification des activités. Il y a également une classification d'après la situation dans la profession qui comprend les aides familiales et qui sont considérées comme des actifs occupés. C'est vrai que le BIT, c'est la référence internationale, mais chaque pays, il adapte ses indicateurs selon le contexte socio-économique de pays. Mais revenant sur la disparité, même au niveau du Maroc, il y a des disparités au niveau des régions. Quand on parle des taux d'emploi et d'insertion, donc il y a des disparités d'une région à une autre. Et même par rapport au secteur, il y a aussi une certaine divergence des secteurs, et surtout dans la notion d'évolution dans le temps. Il y a des secteurs qui se comportent positivement pendant plusieurs années, et puis dans 2-3 années, il y a une chute en fait en termes de création d'emplois, en termes de dynamique économique qui impacte en fait le taux d'insertion et d'emploi des jeunes dans le secteur. Donc il y a toute une notion de mesures d'évaluation de l'emploi dans le ponctuel, mais aussi de suivre l'information dans le temps. Et là, on parle des études de cheminement qui sont aussi source d'informations importantes pour justement évaluer la dynamique d'emploi et l'adéquation en formation-emploi quelque part. Alors, maintenant, depuis cette année, pour les contrats insertion
Et il y a obligation, je dirais, d'une affiliation à la CNSS, d'une couverture médicale qui est prise en charge par l'État, et puis des intégrations avant les 24 mois ou au bout des 24 mois, il y a une couverture sociale qui est prise en charge par l'État pendant une année. Ça, c'est dans le cadre des contrats ANAPEC. Dans le cadre des contrats ANAPEC, il y a au minimum une couverture médicale. Même si c'est exonéré, hein, on est bien d'accord pour l'employeur. Ce n'est pas l'employeur qui paye, voilà, c'est l'État qui prend en charge. L'employeur est exonéré, mais l'État prend en charge. L'État assume ses responsabilités et prend en charge la couverture médicale pendant la période je dirais, de stage. Pourquoi? Parce que de toutes les façons, une entreprise ne prendra jamais quelqu'un qui n'est pas opérationnel et qui n'a pas un minimum d'expérience, je dirais, pour pouvoir occuper un emploi. Et la meilleure façon d'adapter les compétences aux besoins de l'entreprise, ça ne peut être qu'une formation sur le tas. Dans un marché du travail où on souffre par exemple d'un taux de chômage qui est élevé, vous avez parlé tout à l'heure du taux de chômage, les gens critiquent les 10%, alors que vous avez remarqué au niveau de la note d'information qu'on passe du simple au double, au triple, c'est-à-dire pour les jeunes c'est 20%, pour les femmes c'est 23% en milieu urbain, pour les lauréats de la faculté c'est 27%, pour les jeunes en milieu urbain c'est 40%, et le taux de chômage atteint des taux records pour d'autres populations, notamment les diplômés. Donc nous essayons dans la mesure du possible de publier d'autres indicateurs pour renseigner sur la qualité de l'emploi, notamment la participation des femmes au marché du travail, qui est vraiment faible. Ça, il faut le dire. Rappelez le chiffre, s'il vous plaît. C'est 22%. C'est le taux d'emploi des femmes, qui représente un tiers de celui... C'est le taux d'emploi. Hein. C'est le taux d'emploi. On ne parle pas de taux de chômage, c'est le taux d'emploi. C'est le taux d'emploi, mais le taux de chômage, c'est 23%. C'est le double de celui des hommes en milieu urbain. Donc les femmes trouvent plus de difficultés à accéder au marché de travail. Justement, par rapport à ces indicateurs du travail décent, le Haut Commissariat au Plan produit pratiquement tous ces indicateurs et les met au niveau des notes d'information pour justement aider les décideurs publics à avoir clair et peaufiner des politiques d'emploi et les politiques apparentées pour, bien évidemment, promouvoir l'emploi. Parce que c'est une question qui revient à chaque fois, cette question, je dirais, d'adéquation. Moi, je pense qu'il y a 3 étapes. La première étape, dans le développement des compétences, des ressources humaines d'un pays, ça serait de former de bons potentiels. Quand je dis un potentiel, ça veut dire que c'est des gens qui maîtrisent les langues, qui sont à l'aise au niveau de la communication, qui sont bien au niveau de la bureautique et qui sont capables de s'auto-former. Aujourd'hui, les grandes multinationales, le premier critère de sélection des compétences, c'est la capacité à s'auto-former et à suivre l'évolution. Et ça, je dirais, c'est le rôle du système éducatif depuis le préscolaire. Oui. Depuis le préscolaire, je peux vous dire aujourd'hui, en tant qu'acteur sur le marché de l'emploi, rien que la maîtrise de la langue française est en train de nous faire perdre beaucoup d'emplois. Le taux de chômage à lui seul ne permet pas d'appréhender la sous-utilisation. On est bien d'accord, parce que quand on voit le taux de chômage en milieu rural, il est très faible. Donc on peut se dire tout va bien, tout le monde travaille. Donc en gros, voilà. Avec tout ce qu'on a entendu pendant toute l'émission, on voit bien que ce qui se cache derrière ce taux ne permet pas d'avoir une vraie réalité de la situation économique. Voilà. Il faut l'accompagner par le taux de sous-emploi, parce qu'en milieu rural, le taux de sous-emploi est très élevé chez les hommes. Il est 4 fois plus important que celui des femmes. Et ça complète le taux de chômage, parce que le sous-emploi, c'est un phénomène rural, le chômage, c'est un phénomène urbain. Il faudrait qu'on fasse un point avant qu'on continue ça. C'est une fille de 3 ans qui accuse un des voisins de l'avoir abusé sexuellement, qui a expliqué le déroulement des événements d'une manière très précise malgré son jeune âge, qui a été soumise à un examen par un médecin légiste qui a confirmé l'existence de lésions, mais que l'expertise ADN n'a démontré aucune trace ADN. Sauf que la fillette confirme, elle a confirmé à plusieurs reprises, que ce soit devant la police judiciaire, devant sa mère, ce qui lui est arrivé. Cette affaire a pris une certaine médiatisation pour des raisons particulières.
Et elle est encore en cours d'instruction devant le tribunal de Casablanca. Donc les 2 mois de prison qu'on voit circuler dans la presse, aujourd'hui, il n'y a aucun jugement qui a été rendu, on est bien d'accord. Pour l'instant, l'affaire la dernière audience devant le juge d'instruction s'est déroulée le 3 novembre, et jusque-là, il n'y a pas eu de décision de justice. De 6 mois avec sursis pour un cas qui a été avéré, jugé, avec un jugement rendu, qu'est-ce que ça vous inspire, 6 mois avec sursis pour un acte d'une telle gravité? C'est une justice clémente et tolérante. Nous, on condamne ce jugement parce que l'acte, c'est très dur pour un petit enfant. Donc le code pénal prévoit une peine de 10 à 20 ans, de 10 ans à 20 ans. Donc le jugement de 6 mois, c'est tellement tolérant. On souhaite que la cour d'appel augmente la peine jusqu'à 10 ans, au moins. C'est pas que la pédophilie n'existe pas, elle existe. Bon, mais on ne connaît pas les pédophiles. Parce que le pédophile, le pervers en général, ne vient jamais consulter. Le pervers, si la loi existe, il pourrait être transgressé. Mais ce qui est d'étonnant, c'est quand même le mode relationnel qui s'établit. Et parfois l'utilisation qui est faite de cet événement, je dirais plus ça comme ça, qu'est la pédophilie, parce que ça véhicule énormément de choses. On est en train de se dire, ça nous prend aux tripes. Parce que c'est vrai, on ne peut pas mettre 2 mots dessus. Celui qui rend le jugement n'est rien d'autre qu'un homme. Qu'est-ce que ça vient renvoyer en lui? Et ça lui fait poser des questions, à mon avis, fondamentales par rapport à cet événement sociétal. Parce que les chiffres qui nous ont été avancés, à mon avis, sont nettement en dessous de la réalité. Alors ça, ce sont les cas avérés qui ont fait l'objet recensé. Voilà, mais bon, c'est vrai qu'on peut se poser la question sur le nombre exact. Combien de gens, de familles, vont oser porter l'affaire sur la place publique? La machine judiciaire n'est pas en mesure de recevoir correctement les plaintes des victimes, ni de les... Il y a un autre problème. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a aucun département spécifique qui permet justement à des familles d'aller s'adresser directement, je sais pas, j'imagine avec confidentialité, faire en sorte que ça ne soit pas ébruité, qu'on puisse donner un minimum de cadre, on va dire, pudique par rapport à des affaires comme ça. Les gens font ça dans les cabinets d'avocats, dans la confidentialité, alors que même les cabinets d'avocats ne se sont pas préparés. Donc le code pénal français différencie entre l'agression sexuelle et le viol. Tandis que le code pénal marocain parle du viol. Donc on a longtemps milité pour que la loi marocaine change. C'est quoi la différence? Je sais qu'on va être amené à dire des choses crues, mais je pense qu'il faut les dire. Donc c'est quoi la différence entre une agression sexuelle et un viol? Donc l'agression sexuelle... C'est une question de savoir s'il y a eu pénétration ou pas. Oui, oui, bon, oui. Donc le viol, une pénétration. L'agression sexuelle sont les attouchements. Peut-être seulement un attouchement, une caresse de nature sexuelle. C'est puni à 5 ans en France. Mais aujourd'hui, parfois, la loi chez nous ne fait pas la différence. Donc oui, il y a une lacune juridique. Où commence l'agression sexuelle? À quel moment l'attouchement? Est-ce que quand on a touché, est-ce que c'est comme vous avez dit, on a le droit. Caresse buccale, est-ce que c'est une agression sexuelle? Ce genre de choses forcées ou fait par malice avec un enfant d'une manière ou d'une autre, il faut que ça soit précis. Il faut que le code pénal évolue. Parce que nous sommes dans une situation où c'est des cas qu'on voit chaque jour. Vous voulez dire que le code pénal est trop pudique? Oui, oui. Donc il est en retard, le code pénal, en matière d'agression sexuelle. Il parle toujours de viol. Mais il y aura des agressions sexuelles, des abus sexuels qui n'atteignent pas le degré du viol, la pénétration. L'attouchement, donc, c'est puni en France. Ce n'est pas considéré comme une agression sexuelle. C'est puni en France. La caresse, c'est puni en France. Quand je prends le terme pédophilie, étymologiquement, c'est l'attrait pour un enfant. Alors, qui est viol, agression, pénétration, pas pénétration, attouchement, mais quoi qu'il en soit, ça se fait contre la volonté d'un enfant. Il n'est pas adhérent. On va le séduire, on va le manipuler. Il va se faire avoir, comme il dit.
Mais bien sûr que c'est un crime. Bien sûr que c'est un crime abominable. Mais ça reste un événement, quand je dis un événement, au sens sociétal. Ça ne met pas en jeu, jamais l'enfant ne va venir taper à votre porte en disant « j'ai été abusé, j'ai été touché ». Souvent, ça va passer par un tiers, un enseignant, qui est un parent, qui parfois... Et on voit bien que la majorité des agresseurs sont dans l'entourage. On comprend bien le principe. C'est quelqu'un en qui l'enfant a confiance. Nous, ce qu'il faut chercher, c'est le moyen d'affronter ce fléau. C'est pas par le silence, c'est pas en disant que la machine judiciaire c'est compliqué, c'est en disant, en trouvant des solutions. Comment aider les gens à aller sur ce chemin. Par exemple, on peut dire par exemple, faciliter... donner plus de crédit au témoignage de l'enfant, donner plus de crédit au rapport du pédopsychiatre qui reçoit l'enfant, installer des cellules spécialisées dans les commissariats de police ou là dans les cliniques, ou n'importe. Donc le premier accès, le premier interlocuteur d'une famille qui fait face à ce genre de choses, voilà des outils. Mais commencer en disant que c'est compliqué, que la justice, ça va traîner, qu'on va aller dans les audits. Je suis désolé de vous dire, mais dans les commissariats de police, faut pas oublier que les policiers sont des êtres humains. Quand ils voient des enfants, ben même s'ils n'ont pas été formés, s'ils n'ont pas l'outil pour affronter cette situation, ben ils essayent de trouver des solutions. Et donc maintenant, je pense ce que nous pouvons proposer éventuellement, c'est que dans les grandes villes, Casablanca, Marrakech, là où ce genre de cas, créer des cellules à l'intérieur des postes de police spécialisées, uniquement pour les enfants victimes, ou lorsque l'enfant arrive, il est reçu par une cellule spécialisée avec un pédopsychiatre, que l'audition de l'enfant soit filmée, qu'on trouve des solutions. L'action de l'Ange Bleu, c'est un peu l'aboutissement d'un combat de plusieurs années, de 30 années sur le terrain, et je ne vous cache pas que c'est sur le terrain du Maroc et l'Algérie que j'ai commencé mon école, et mes connaissances et mes expériences pour aboutir à une réflexion complètement différente, sous un angle différent, c'est-à-dire la prévention du premier passage à l'acte. Parce que j'ai été victime moi-même, donc on ne va pas m'apprendre la souffrance d'une petite fille qui a été abusée, violée par un proche de la famille, c'est-à-dire un employé de mon père. Et donc, lorsque j'ai écouté et entendu le premier pédophile de ma vie, j'ai constaté qu'il avait un profil complètement différent, donc complètement différent de ce qu'on imagine, de ce qu'on entend, de ce qu'on lit, Voilà, donc depuis tout à l'heure, je suis en train d'écouter vos discours et ça me fait vraiment plaisir que vous abordiez ce sujet complexe. D'ailleurs, la complexité le montre bien ce soir. On fait l'amalgame et on fait une comparaison entre l'agresseur et le pédophile. Or, depuis la création de mon association il y a 18 ans, après bien sûr mon expérience, j'ai quand même réussi un défi lancé ici en France et en Europe et dans le monde, à savoir attirer les pédophiles qui ne sont pas encore passés à l'acte. Donc ce que j'appelais moi les abstinents. Quand je vois des tweets, j'entends, j'ai pas lu tous les tweets qui sont très hostiles par rapport aux pédophiles, qu'on peut comprendre. Quand on dit un pédophile mérite la peine de mort, on ne doit pas laisser une personne malade détruire le futur marocain. Lorsque vous entendez ça, qu'est-ce que ça vous inspire ? Alors, bien sûr, c'est légitime. J'ai commencé par entendre et recevoir de tels messages au début parce qu'on ne comprenait pas très bien ma démarche. Ma démarche, c'est de protéger les enfants d'un passage à l'acte. Donc, c'est pour ça que j'ai créé cette association pour ceux qui ne sont jamais passés à l'acte. C'est au Maroc, en Algérie, que j'ai appris que pendant le parcours d'un agresseur sexuel, d'un délinquant sexuel, il se passe des années de souffrance et de volonté d'être aidé et n'arrive pas. Donc, je parle de ceux qui sont attirés par les enfants prépubères. Je ne parle pas des pères incestueux, je ne parle pas des hétérosexuels qui dérapent sous l'effet de l'alcool ou de la drogue. Je parle de ceux qui sont attirés sexuellement, et émotionnellement et amoureusement par les enfants. Et bien sûr, lorsque j'ai créé l'association, j'ai eu exactement la même perception, y compris par les psychiatres. Heureusement qu'après, grâce aux médias comme vous,
comme cette émission, les gens et les magistrats, les professionnels commencent à comprendre ma démarche qui est complémentaire. Je ne me substitue jamais aux professionnels, ni aux psychiatres, ni à la police, ni à la justice. Par contre, je complète le travail puisque aujourd'hui je suis appelée par des fédérations de psychiatrie, des magistrats, pour donner mon avis sur le profil des pédophiles. C'est mon quotidien. Ce sont des milliers de mails de cette nature qui me parviennent par mail. Et d'ailleurs, des milliers. Des milliers, bien sûr, de tout le monde francophone. Heureusement que je ne parle pas anglais encore, parce que sinon j'aurais eu aussi des pays francophones, anglophones. Le Canada qui a été considéré et perçu comme avant-gardiste, eh ben, je suis désolée de le dire aujourd'hui. Il est regrettable de constater qu'il y a aussi des lacunes, un retard là-bas, puisque de plus en plus de pédophiles qui découvrent mon site internet et mon livre qui est en ligne et demandent une aide. D'ailleurs, j'ai été carrément choquée de savoir qu'il n'y a pas du tout de prise en charge pour les consommateurs d'images. C'est un phénomène nouveau, certes, mais moi j'ai appris à les aider, à les écouter pour ne pas passer à l'acte, pour rester abstinent, mais surtout pour se sevrer. Votre travail, votre livre, qui sera bientôt disponible au Maroc, a été salué par Sa Majesté en personne, qui vous a envoyé une lettre. Est-ce que vous pensez que ça peut accélérer, que ça peut favoriser la situation ici, à la mise en place d'approches qui soient, on va dire, plus actives dans ce domaine-là au Maroc? Alors moi, je rends hommage et je félicite Madame Nazareth Khalik qui a eu le courage justement de demander, et même Monsieur Khalid Chetraoui qui est présent, on s'est vu pour qu'on puisse travailler en collaboration, parce qu'il faut savoir aussi que le travail auprès des victimes est nécessaire, il est fondamental. Je fais les deux d'ailleurs, j'organise des groupes de parole entre victimes et pédophiles abstinents ou ex-auteurs, puisque je suis sollicitée par les prisonniers délinquants sexuels. Mais je pense, à mon avis, puisque c'est ma culture et c'est mon rêve depuis toujours, de développer cette action qui a fait preuve d'efficacité et de succès. Ces gens-là, lorsqu'on les met en prison, comment ils sont accueillis dans le milieu carcéral? Ils sont mis au banc tout de suite. Et parfois, on leur fait subir ce qu'ils ont fait subir aux autres. Donc, vous voyez un petit peu l'événement, comment il s'enclenche. Et quand le tweet que vous avez lu, on a envie de devenir meurtrier, je ne sais pas n'importe lequel d'entre nous verrait son enfant. C'est vrai que la première idée qui nous vient, ce serait se faire justice soi-même. Comme vous parliez de pathologie, c'est des gens malades. Il faut les accompagner pendant il faut qu'il y ait des sanctions sévères. Mais il faut qu'il y ait un accompagnement pendant leur incarcération pour trouver des solutions qui fassent qu'ils ne récidivent pas. Il y a aussi... Est-ce que c'est la prison qu'il leur faut, ou bien des instituts thérapeutiques, psychiatriques? Il faut d'abord, il faut aussi un système de fichage. Il faut un système qui permette de savoir lorsqu'un pédophile a purgé sa peine, il faut que la police judiciaire puisse le localiser pendant un certain temps. Donc nous, autant que parents, que société civile, on doit inclure l'éducation sexuelle dans la culture des Marocains. C'est un gros boulot, ça. Oui, c'est essentiel, l'éducation sexuelle. Et vous vous rendez compte le nombre de loquets qu'il faut qu'on fasse sauter pour faire entrer la culture, l'éducation sexuelle à l'école et dans les familles, surtout? Il faut apprendre. Mais à l'école, on a demandé que des leçons d'éducation sexuelle doivent être impliquées dans les programmes scolaires. C'est essentiel et primordial pour nous, pour que les enfants doivent être capables de se défendre, hein, de dire à un homme non, arrêtez, stop, qu'est-ce que vous allez faire? Donc il faut une personnalité à l'enfant. Vous savez, je me rappelle que lorsque, au milieu des années 90, on a commencé à parler de préservatifs ou de faire la pub, de maintenant on peut dire la marque parce qu'elle n'existe plus, bref, ça passait à la radio, beaucoup de personnes ont arrêté de couper la radio parce que Radio Gaulle attend al-azir tibbi, alors machin. Et évidemment, c'est arrivé
Moi, dans ma famille, j'ai des cousins qui sont venus. Je ne me rappelle pas, moi, avoir dit quelque chose de machin. J'étais assez tranquille dans mon enfance. C'est une autre vie. Qui venaient dire un gros mot, et, comme ça, machin, et sans comprendre de quoi il s'agit. Il a entendu à l'école, et donc mais il était tout de suite, mais jamais on va lui dire, le mot que tu viens de prononcer, qui te l'a dit? Donc, évidemment, il faut ouvrir, c'est un grand chantier. Et c'est excellent que aujourd'hui, maintenant, je me retrouve dans une position comme si j'étais un expert. Je ne suis pas un expert de la pédophilie, c'est juste parce que, bon, je défends cette petite fille de 3 ans, que je suis passé à la télé il y a quelques semaines, qu'aujourd'hui aussi vous m'avez invité. Mais je ne suis pas un spécialiste. Donc, il faut s'en remettre. Et ce serait bien de créer une instance officielle où il y ait des psychologues, des magistrats, des avocats, des agents de la police judiciaire, que tout le monde se mette ensemble, des familles d'abusés, des pédophiles, tout le monde. Le jour où on a fait la structure de l'Moudouana, tout le monde est venu parler, les ulama, les femmes, machin, et aborder le sujet. Parce que c'est un sujet compliqué, personne ne va trouver une solution. Pour faire simple et rapide, s'il vous plaît, soyez à l'écoute des enfants. Parfois, ils en disent beaucoup plus que vous ne pensez. Parfois, des gestes simples, parfois un regard, parfois une terreur nocturne. Quelque chose qui peut paraître banal vient signifier quelque chose. Un enfant ne dit pas n'importe quoi. Et quand il parle vrai. Alors, je crois que quand vous regardez les deux côtés, du moins au niveau des frontières, de la Libye, de la Syrie et le monde, ça a pratiquement disparu. Il n'y a plus de frontières entre les deux. Alors, regardez toute la région. C'est ce qui se passe au Yémen, c'est ce qui se passe au Bahreïn depuis le 2011. Et en Grenade, il y a comme quoi il y a une course pour le pouvoir. Et le Liban et la Syrie est le théâtre de cette course pour le pouvoir. Il faut comprendre que ce qui se passe dans cette cour, que le Hezbollah a fait des déclarations très fortes en indiquant que non seulement ils ne sont pas contents de la révolution en Syrie, mais ils veulent jouer leur propre rôle. Et je crois que c'est une bombe à retardement et il était temps que ça arrive. Et ce qui s'est arrivé en Syrie aujourd'hui arrive au Liban. Oui, d'abord il y a cette confusion, mais il y a aussi la frontière. La frontière, c'est une véritable passoire entre la Syrie et le Liban. Et on ne peut pas la contrôler, même si entre justement le Liban et la Syrie, le gouvernement de Damas a toujours insisté pour qu'il y ait cette continuité territoriale, pour ne pas justement laisser le gouvernement syrien dans une sorte de ghetto et ne pas aussi laisser cet endroit stratégique à Daesh. Mais ce que vous avez dit, c'est intéressant dans la mesure où nous avons un attentat commis par un acteur qui non étatique, c'est-à-dire une organisation qualifiée de terroriste, et qui frappe un autre acteur qui, pour les Libanais, c'est un État dans un État, mais qui n'est pas un État. Donc ça veut dire que même notre grille d'analyse a changé. Finalement, nous avons affaire à des acteurs qui ne sont plus les acteurs traditionnels. Mais est-ce qu'il y a vraiment une logique? Est-ce qu'on peut voir derrière ça une logique ou ce sont des actes qui finalement sont un peu éparpillés? Si vous regardez le début du printemps arabe, le début des révolutions, alors tout était centré sur la liberté d'expression, des élections démocratiques, mais regardez quand ça a commencé. La dimension socio-économique du monde arabe était complètement terrible. Alors il n'y avait pas moyen de travailler sur cela. Alors il faut comprendre, on est en train de parler des espaces qui peuvent être gouvernés et des espaces qui ne peuvent pas être gouvernés. Et quand on regarde là où n'existe pas Daesh, like le Yémen, regardez le Liban, la Libye, le Yémen, l'Irak, bien sûr, il n'y a rien à gouverner là-bas. Alors il faut savoir qu'il y a une autre dimension, c'est la dimension où l'État a perdu son sens. Si vous ne payez pas le téléphone, vous ne payez pas la facture d'électricité, d'eau, il n'y a plus d'État. Alors la nature cherche
le vide. Et c'est exactement ce qui se passe. Il n'y a pas d'État. Ce sont des acteurs non étatiques, Hezbollah, Daesh ou quelqu'un d'autre. Il va rentrer et ils vont forcer leurs mains. Ils vont appliquer leur système, comment ils voient le monde sur ce monde-là, sur ces gens-là. Et je crois que tous ces espaces-là sont en risque. Surtout des endroits où pratiquement l'État a perdu sa présence et sa légitimité. Regardez ce qui se passe en Syrie, regardez ce qui se passe en Turquie. Bien sûr, on ne peut pas avoir des opinions très différentes, mais il y a des nuances de ce que notre ami libyen nous dit. Tout d'abord, la question que vous avez posée, quelle est la logique de ces attentats? Il y a vraiment une logique derrière tout ça. La logique est très simple. Si vous considérez une organisation comme adversaire à vos projets, il est naturel qu'elle deviendra une cible. C'est ce qui est devenu au Liban. En plus, une autre nuance que j'ai avec mon cher ami de la Libye, c'est que cet accident ou bien cet attentat n'a pas eu lieu au Liban parce que le Liban est devenu un pays ingouvernable, mais d'office, n'importe quel pays, même s'il est très bien gouverné, un incident de telle sorte peut arriver. Et le Daesh est capable, n'est-ce pas, de mettre en œuvre des projets comme ça. Le Liban était, n'est-ce pas, plus confondu. Enfin, il y a beaucoup d'éléments qui jouent dans la société libanaise et on ne peut pas facilement distinguer un Syrien et surtout, je pense que le Mukhabarat syrien a fait passer au Liban plusieurs de ces éléments, des personnes qu'il voulait, de ces agents, et ces agents ont dû faciliter, n'est-ce pas, la commission de cet attentat. La grande question qu'on peut se poser, qui n'est pas en odeur de sainteté en France, et après on commence à dire il faut peut-être rediscuter avec Bachar, et après ça devient encore l'antéchrist entre guillemets. S'il part, qu'est-ce qui se passe? Moi, je crois qu'il va rester. Je crois qu'il est plus fort qu'il ne l'était il y a 2 ans. Je crois que la situation va évoluer. Mais c'est très bizarre. Si je viens de Mars, par exemple, si je venais de la Lune, par exemple, et j'atterris et je regarde la série et je regarde les deux parties qui sont en conflit, ISIS et le régime de Bachar, en qualité de quelqu'un qui vient de Mars, qui est la partie légitime? Qui c'est qui a un gouvernement légitime en termes de leur violence? Quand on va aller à prison, comment ils traitaient les gens une fois ils ont capturé quelqu'un? Et si on regarde le type de violence qu'ils ont, la décapitation, lancer des bombes à partir d'hélicoptères. Aujourd'hui, en 2015, alors en train de parler de Bachar al-Assad est la seule option, parce qu'on est obligé de voir ISIS à côté de nous, ou l'État islamique. Nous avons des gens qui veulent toujours la même chose. Il y a de l'opposition qui a été radicalisée, c'est vrai. Daesh a gagné beaucoup de terrain, c'est vrai. Mais la population qui est en train de quitter la région pour la Turquie, pour la Jordanie, pour l'Europe, cherche une maison où il y a une sécurité. Ils ne cherchent pas que des bombes tombent sur leur tête. Ils sont en train de chercher un abri, de quoi manger, la santé, l'éducation. Je crois qu'il y a une grande dichotomie entre l'État islamique et Bachar. Je crois, si vous vous rappelez, dans le passé... Vous étiez ministre des Affaires étrangères turc. Je voulais savoir ce qui devait se passer, la position d'Erdogan et les Occidentaux qui reprochaient à Erdogan justement d'être anti-Bachar el-Assad. Pour quels objectifs? Aujourd'hui, la position de la Turquie, c'est quoi? Est-ce qu'elle est lisible par rapport à la Syrie? Ça continue d'être illisible. Ah bon? Elle était lisible à votre époque? Eh bien, j'étais toujours opposé à l'implication de la Turquie dans la crise syrienne à tel point la Turquie pouvait rester un petit peu à l'écart,
mais tout en ouvrant ses portes ou bien tout en apportant son soutien aux réfugiés dans le sol syrien plutôt que de recevoir dans ce pays. Parce que quand nous avons commencé d'ouvrir les portes, ils sont venus en grande masse. Au début, la Turquie considérait le chiffre de 100 000 réfugiés comme, n'est-ce pas, ligne rouge. Maintenant, nous avons 2,7 millions de réfugiés syriens. Même ça peut être davantage parce qu'on ne peut pas le compter. Ce que la Turquie devait faire au début, c'est de rester un petit peu à l'écart, de ne pas s'impliquer dans un pays où il connaît mal les équilibres. L'intervention armée de Poutine, est-ce que ce n'est pas, je vous ai parlé de nouvelle guerre froide, mais en gros, est-ce que ça ne peut pas remettre un peu les choses en ordre au niveau de la géopolitique mondiale, dans l'équilibrage des grandes puissances? Alors, je suis tout à fait d'accord avec tout ce que vous avez dit, sauf le dernier mot, c'est plutôt désordre. D'accord. Au lieu de l'ordre. Parce que non seulement cette intervention a poussé des centaines, voire des milliers, selon certains observateurs sur place, du réfugié, notamment dans la région d'Alep. Deuxièmement, elle a compliqué encore les chances qui étaient déjà en difficulté pour trouver une solution. Et le troisième élément, comme vous le savez, finalement, la Syrie est un élément, j'allais dire, de jeu diplomatique. C'est un levier aux mains de Poutine et pas vraiment un engagement ni dogmatique, ni politique. C'est pas pour la beauté des Syriens, ni idéologique. Donc, Poutine lâchera la Syrie. Votre reportage a parlé d'ailleurs des intérêts économiques, ça on sait, l'accès à une mer chaude qui constitue une priorité pour les Russes. Et finalement, la crise syrienne a permis à la Russie de revenir vraiment au centre de l'échiquier international, de devenir un acteur majeur. En revanche, dire que c'est l'intervention mal faite en Libye qui a permis quand même, ou qui a évité une intervention en Syrie, je ne suis pas d'accord pour la raison simple. Est-ce que vous croyez une seule seconde que cette diplomatie russe de Poutine peut croire à ne pas utiliser cette résolution, ce qu'on appelle la responsabilité de protéger, voter pour la Libye et ne pas intervenir militairement. Les Russes disent, oui, on a été trompés, cette résolution a été trahie. Mais ils savaient pertinemment, aujourd'hui certains diplomates le disent, que l'intervention militaire, elle était déjà engagée. Donc on sait que les Russes utilisent plutôt cette résolution. Et en dernier mot, la Russie n'a jamais été un pays attaché à la légalité internationale, aux résolutions. On n'a qu'à voir ce qui s'est passé en Tchétchénie ou ailleurs, ou d'ailleurs en Ukraine, pour donc ne pas faire ce lien pour dire que la Russie, finalement, c'est un acteur qui va ramener un peu plus d'ordre dans la région. C'est plutôt, à mon avis, un retour de la guerre froide, mais sous d'autres noms. On va passer à la Libye, parce que c'est vrai que bon, là, il nous reste encore une bonne vingtaine de minutes. Comment jugez-vous maintenant, a posteriori, les interventions de la communauté internationale au niveau de la Libye, que cela soit dans le cadre des négociations ou bien dans le cadre de l'intervention militaire? Alors si on parle de 2011, je crois qu'il y avait un besoin de réagir. Il y a pas mal de Libyens qui parlaient d'une force internationale qui devait intervenir. Mais moi, j'aurais souhaité que ça soit une politique de l'Afrique du Nord, de la Turquie, à titre d'exemple, Moyen-Orient. C'est ce que j'aurais souhaité. Mais ceux qui ont cherché ailleurs, bon, il y a d'autres qui ont voulu que l'Union africaine. Mais je ne sais pas s'il y avait quelqu'un qui était honnête, mais c'est ce qui manquait. En 2014-2015, c'est une situation qui est tout à fait différente. La plupart de pays qui étaient impliqués dans le bombardement de la Libye et le changement du régime, le support le soutien à la révolution, sans contre l'un l'autre. Nous avons aujourd'hui ce que nous appelons une guerre par procuration entre la Turquie, le Qatar, l'Union, les Émirats Arabes Unis, l'Égypte. Il faut être clair. D'un côté, il y a eu des changements depuis 2011 pour les Libyens eux-mêmes. Quelques changements ont été positifs, alors d'autres ont été mauvais parce que l'opposition n'a pas développé d'idées politiques. Mais le problème aujourd'hui en Libye, c'est qu'on n'a pas établi les règles du jeu. Les règles du jeu sont simples. Si vous avez un ennemi politique, c'est-à-dire qui développe quelque chose
vous faire suffire. Alors, il faut qu'il soit décrit de manière... On le décrit comme terroriste, ou un sympathisant d'un terroriste, ou un membre dans le groupe de Daesh. Une fois vous le décriviez en termes militaires, c'est un terroriste. Et vous pouvez lui faire ce que vous voulez, parce que c'est ce que justifie votre... Alors comment est-ce que vous voulez que le pays soit démocratique? Si la policiers sont en train de se couvrir, s'ils croient que l'autre parti politique est un terroriste et qui va peut-être utiliser la force d'un autre pays. Regardez, dans 2014-2015, la Libye est dans une situation désastreuse, malheureusement. Il suit toute la difficulté de la communauté internationale d'arriver non seulement à donner de la force à cette solution, pour dire maintenant c'est stop, sans oublier aussi une intervention sincère, et c'est pour ça que je dis sincère, parce que j'ai l'impression que le reste du monde n'est pas sincère, sur les pays qui influencent sur les acteurs régionaux. Et heureusement, quand vous avez, par exemple, les pays voisins, l'Algérie, le Maroc, l'accord de Skhirat a été signé ici, qui joue plutôt un rôle très positif, et même les Tunisiens, pour la Libye. C'est pourquoi je suis d'accord avec Anas, quand il a commencé par le Maghreb, la Libye, c'est notre joyau de l'Afrique du Nord. C'était important. En 1958, la déclaration est venue de Tanger pour penser à la construction du Maghreb, alors que les pays étaient sous occupation. Je pense que la solution d'abord, ou l'approche, elle doit être des voisins du Maghreb, et les pays du Maghreb ont les moyens, ont la capacité de proposer une solution et une approche pour les Libyens.